Bonjour et bienvenue à cette classe de maître. La série Classe de maître est une initiative de la division Travail et organisation du Regroupement québécois de psychologie positive. Cette série vous propose des entretiens avec des personnes chevronnées en psychologie positive appliquées en contexte organisationnel. Ces personnes sont des spécialistes en recherche ou en intervention pratique. Chaque classe de maître s'adresse à un public familier avec le thème choisi et permet d'approfondir ce thème spécifique, de partager et d'échanger sur leurs expériences et cas vécus, de transmettre les apprentissages et leçons apprises à travers leurs expériences et recherches, permet enfin d'explorer les pistes de développement et de recherche. Bon visionnement. Donc, bonjour à tous, bienvenue à notre classe de maître sur l'enquête appréciative. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Philippe Duret, je suis professeur à l'école de gestion au département de gestion des ressources humaines. Je suis aussi le responsable de la division travail-organisation au RQPP. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'avoir avec nous Jacinthe Bergevin, Josie Blacard, puis Marine Miglianico. Donc, bonjour à vous trois. Merci de vous joindre à nous là, pour la classe de maître d'aujourd'hui. Écoutez, je vais juste amorcer en vous laissant vous présenter. Donc, Jacinthe d'abord, ensuite Josée, puis Marine. Bonjour, Jacinthe Bergevin. Moi, je suis conseillère en développement organisationnel. Je travaille à partir de Montréal et d'Ottawa. Puis, j'ai rencontré, je dirais, j'ai fait la rencontre de l'approche de l'enquête appréciative à la fin des années 90, alors que je cherchais une approche pour faire un post-mortem. Alors, je suis une passionnée de l'approche. Alors, merci Jacinthe. Bonjour, Josée Blaquière. Moi, je suis conseillère en développement organisationnel aussi et coach de dirigeants. Je travaille avec l'approche depuis une vingtaine d'années, je dirais, et j'ai rencontré cette approche-là grâce à mon amie et ma collègue Jacinthe qui avait déjà commencé à travailler avec ça et je suis plongée dedans comme dans une piscine chaude. J'ai bien aimé. Alors, ça a coloré toute ma pratique depuis ces 20 dernières années. Merci José. J'espère, je vois un petit délai, j'espère que ma connexion va bien fonctionner. Donc, moi, c'est Marine Miglianico, je suis psychologue de formation, j'ai une reconnaissance au Québec pour pouvoir pratiquer. Puis j'ai repris un doctorat en psychologie organisationnelle où j'étudie en fait l'approche des forces et l'approche appréciative. Et ce doctorat est notamment supervisé par Philippe Dubreuil. J'enseigne l'approche appréciative à l'école des dirigeants de HEC. Et j'ai fondé en parallèle la clinique de psychologie positive de Montréal. Écoutez, merci vraiment à vous trois. Je me sens privilégié de vous avoir aujourd'hui avec nous. Donc, Jacinthe et Josée là, qui ont une grande expérience avec l'enquête appréciative. Marine aussi également. Marine qui a tout le côté recherche aussi avec le doctorat que tu es en train de faire sur le sujet. Donc, je pense que ça va être un échange vraiment passionnant. Donc, écoutez, je me lance, si vous permettez. Première question, évidemment, c'est de savoir, bon, qu'est-ce que c'est l'enquête appréciative? Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ça pour le bénéfice là, des personnes qui nous écoutent? Jacinthe, par exemple, est-ce que tu peux peut-être nous résumer un peu qu'est-ce que c'est? Oui, je vais essayer de faire ça en 2 minutes et moins. On prend 3 jours, José et moi, pour donner une formation, pour juste introduire l'approche. Mais moi, j'aime, quand j'essaie d'expliquer très rapidement ce qu'est l'approche de l'enquête appréciative, j'aime en parler à partir des prémices que David Cooper Ryder a mis de l'avant dès son projet de doctorat dans les années 80, parce que c'est un peu par hasard, presque, David a fait émerger cette approche-là en faisant un diagnostic dans les cliniques à Cleveland, les cliniques médicales à Cleveland. Il ne partait pas nécessairement de ça, mais en faisant des entretiens, il s'est aperçu que les gens pouvaient parler aussi assez naturellement de ce qui fonctionne. Et c'est ce qui se produisait dans son diagnostic, à sa grande surprise, parce que, étant formée avec une maîtrise en développement organisationnel, j'avais été formée à faire des diagnostics pour aller comprendre ce qui ne marchait pas. Puis David, quand il a fait ses premières recherches, est allé tester des prémices comme celles dans chaque groupe, organisation, même famille. Maintenant, on peut dire il y a quelque chose qui fonctionne bien. Ça ne se peut pas que ce soit que des problèmes. Sa deuxième prémisse, c'était ce sur quoi on porte notre regard devient notre réalité. Alors, ça amenait
toute une responsabilité par rapport aux questions qu'on pose aussi. Hein. La troisième, c'est on affronte de façon plus confiante l'avenir. Si on peut apporter avec nous un fragment du passé. Quand j'en parle en formation, je dis toujours un peu comme quand on était tout petit, puis on avait notre doudou qui nous rassurait. Mais je pense que les organisations, les groupes aussi sont beaucoup plus confiants quand ils peuvent amener quelque chose avec eux de leur vécu. Alors, la quatrième prémisse, elle est avec la troisième, c'est-à-dire si on est pour apporter quelque chose du passé, apportons ce que le passé a de meilleur à offrir. Et ça vient vraiment changer nos paradigmes de consultants, de gestionnaires. On a été habitué à travailler à partir des déficits. La cinquième prémisse qu'il avait, c'était qu'il importait de valoriser les différences. Alors, comment aller chercher différentes voies, différentes perspectives, différents points de vue par rapport à une situation ou un thème qui nous occupe. Et la sixième, puis pour moi, qui rend notre travail très challengeant, c'est que le langage qu'on utilise crée notre réalité. Alors, vous allez voir, quand on parle de l'approche de l'enquête appréciative, c'est tous des mots auxquels on n'est pas habitué. Des enquêtes, ça appartient à la police. L'appréciatif, on se dit, c'est juste un côté de la médaille. Et David était très évocateur et même très provocateur là-dedans, d'aller choisir des mots comme le rêve, d'aller choisir des mots comme des propositions évocatrices, qui n'est pas un vocabulaire d'affaires auquel on est habitué, puis probablement même pas un vocabulaire en relation d'aide auquel on est habitué. Mais c'était vraiment pour amener la notion de changeons notre langage. Alors, c'est comment on peut regarder quelque chose, mais avec un regard, un biais conscient, intentionnel d'être appréciatif. Alors, je résume ça rapidement. Puis quand on essaie de dire comment on fait ça dans la vie, bien, David est arrivé avec un cycle en 5 phases. Puis depuis, bien, il y a des gens qui ont rajouté toutes sortes de choses, mais la première phase, c'est de choisir un biais appréciatif et choisir le thème sur lequel on veut, puis de choisir pas en le formulant comme un problème, mais en le formulant avec vraiment le biais appréciatif. La deuxième phase, c'est d'aller à la découverte, aller enquêter sur ce qui est là. La troisième phase, c'est de se permettre de rêver. Alors, enquêter sur ce qui est là, ce qui a été source d'énergie dans le passé, mais aussi d'enquêter sur nos rêves, nos souhaits. La quatrième phase, si on le regarde comme ça, c'est la phase de design. Alors, choisissons, c'est beau de rêver, mais après ça, prenons quelque chose, puis choisissons de faire quelque chose avec ça. Puis enfin, bien, la cinquième phase, c'est comme le déploiement. Alors, d'aller de l'avant. C'est comme un peu la façon qu'il a trouvé de rendre ça abordable, puis que les gens sachent par où le prendre. Mais en même temps, David a toujours insisté pour dire que c'est une philosophie d'abord. C'est pas une technique, c'est pas une méthodologie, c'est une philosophie, c'est une façon d'aborder les choses. Alors, ça résume très, très rapidement, mais je pense que ça capte, puis ça vient vraiment, vraiment mettre au défi les paradigmes dans lesquels on a grandi, que pour s'améliorer, il faut travailler sur ce qui ne fonctionne pas. Alors que lui, ce qu'il dit, c'est pour s'améliorer, pour avancer, pour innover. Partons de la fondation qu'on a des choses qui fonctionnent bien, puis exprimons ce qui ne fonctionne pas, exprimons-le en souhait pour l'avenir. Alors voilà, je ne sais pas si mes collègues veulent rajouter quelque chose là-dessus. Je pense que très bien dit. Le cœur y est, oui. Merci Moi, beaucoup, j'ajouterais oui, peut-être un petit quelque chose, puis peut-être que c'est quand on parle des mots enquête appréciative, dans les dernières années, souvent les gens vont associer appréciatif avec positif, et puis on pourra faire la distinction, mais souvent des gens vont dire c'est l'approche appréciative, mais le mot enquête est très important. Puis je me souviens d'avoir entendu David, je pense en 2019, disant, ou c'était peut-être avant, mais disant, si j'avais à choisir maintenant entre les deux mots, je choisirais le mot enquête. Parce que c'est la rigueur. Puis quand on fait de la résolution, on met souvent en parallèle l'approche appréciative avec l'approche de résolution de problèmes. Puis on sait comment on est rigoureux quand on fait de la résolution de problèmes pour trouver la cause fondamentale du problème. Mais c'est un peu la même chose. Il faut développer une grande, grande rigueur à enquêter dans tous les petits coins sur qu'est-ce qui fait qu'on a eu du succès. Puis des fois, c'est des petites choses, mais c'est aussi d'être capable de se poser, de se reposer la question plusieurs fois. Oui, et quoi d'autre? Qu'est-ce qui a permis ça? Qu'est-ce qui a permis qu'on a réussi à dépasser nos limites? Parce que ce n'est pas juste ce qui a bien marché,
mais c'est aussi c'est ce qui va bien, mais c'est peut-être des moments où on a eu des défis, mais on a réussi à trouver une porte de sortie, on a réussi à en sortir, puis on a eu des leçons. Donc, fait que le mot enquête est très important, malgré que des fois, ça nous rebute parce qu'on pense aux enquêtes de police, mais c'est la rigueur avec laquelle on cherche la cause du succès aussi. C'est ça. Je pense à la métaphore, je donne souvent la métaphore en formation de la sauce spaghetti. Je pense à la sauce spaghetti de ma grand-mère qui cuisinait tellement bien. Mais il y a des ingrédients qu'on ne peut pas manquer, tu sais, la tomate, peut-être les oignons, les carottes. Mais moi, si je mets juste ça dans ma casserole, ça n'aura pas le même goût. Ce qui fait que le goût était c'était tellement bon, c'est qu'elle mettait un peu de paprika, un peu de curcuma. Et donc, c'est des micro-ingrédients qui peuvent faire la différence. Donc, il y a une certaine acuité à développer dans la compréhension des ingrédients principaux, mais aussi de toutes les petites nuances qui font en fait qu'in fine, c'est délicieux puis ça fonctionne bien. C'est pareil au niveau de l'approche appréciative. Merci justement pour ce résumé. Je pense que ça vient vraiment bien mettre la table par rapport à qu'est-ce que c'est. C'est vraiment une démarche extrêmement intéressante. Puis pour l'avoir vécu moi, personnellement à quelques reprises, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Ça nous amenait vraiment ailleurs. C'est extrêmement stimulant, là, extrêmement intéressant. J'aurais le goût de savoir justement comment ça se positionne par rapport à la psychologie positive en particulier. Donc, Marine, je ne sais pas si de ton côté, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Mais en fait, la psychologie positive, c'est la science qui étudie le fonctionnement optimal de l'être humain. Donc, il y a tout un tas d'études sur le plan individuel, sur le plan organisationnel et sur le plan sociétal. L'approche appréciative, en fait, elle est antérieure à la psychologie positive parce qu'elle est née dans les années 80, tandis que la psychologie positive est née à la fin des années 90 avec Martin Seligman lors de son fameux discours à l'APA. Donc, l'approche appréciative, initialement, elle s'insère plus au niveau organisationnel, mais dans les dernières années, eh bien, sont nées tout un tas d'applications au niveau individuel et au niveau sociétal. Donc, il y a vraiment de nombreuses imbrications. Les recherches en psychologie positive, elles nous renseignent sur l'approche appréciative à plusieurs niveaux. On peut penser par exemple aux études de Barbara Fredrickson sur les émotions positives qui démontrent qu'elles ont deux fonctions. La première, c'est de créer de la ressource psychologique, de l'énergie. Et la deuxième, c'est de créer de la perspective, d'élargir notre champ de vision. Alors, notamment, dans l'approche appréciative, quand on fait les binômes, on part à la découverte des forces, des ressources de l'être humain, eh bien, on va mobiliser ces émotions positives. Et donc, on va créer de la ressource et de la perspective. Donc, on voit vraiment que les recherches en psychologie positive, elles nous aident à comprendre un petit peu les mécanismes de l'approche appréciative. Je pense à une autre recherche qui est intéressante, qui a fait des liens entre l'approche appréciative et les besoins psychologiques de base au travail. Donc, la théorie de l'autodétermination de Ryan et Deci. Il y a 3 besoins fondamentaux qui sont l'autonomie, le besoin de compétence et le besoin d'affiliation sociale, donc de relation. En fait, quand ces besoins-là sont satisfaits, on va avoir une motivation qui est plus autodéterminée, donc qui est plus intrinsèque, qui correspond davantage à nos valeurs, qui fait du sens, on a du plaisir. Et ça permet de générer un capital psychologique, donc des ressources. En fait, ce qui a été démontré dans une des recherches, c'est que l'AI, elle vient satisfaire ces 3 besoins fondamentaux. Donc, en bref, ces études-là, elles nous aident à comprendre en fait de plus en plus précisément quels sont les facteurs de bon fonctionnement de l'approche appréciative. Merci beaucoup, Marine. Effectivement, c'est vraiment intéressant de voir comment la psychopositive vient nourrir finalement puis expliquer ce qu'on peut observer là, dans l'approche appréciative. Puis est-ce qu'il y a une distinction à faire entre positif et appréciatif? On parlait du vocabulaire tout à l'heure qui est très, très important. Je pense qu'il y a peut-être des nuances à ce niveau-là. Oui, alors c'est vraiment une question intéressante. En fait, je pense que pour l'expliquer, on peut prendre les mathématiques. Un réel positif, c'est un réel qui est supérieur à 0. Voilà. Alors, en psychologie positive, bien, on va étudier tout le bon fonctionnement humain. Bon, l'être humain, quand il vit du bien-être, de l'engagement, quand il œuvre pour la justice, etc. Tandis que depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, à raison, on a beaucoup étudié la psychopathologie, les traumatismes, les difficultés humaines. Puis,
naturellement, il n'est pas scientifique que d'étudier juste la moitié d'un phénomène, il faut étudier le phénomène dans sa totalité. Donc, ce qui est positif, c'est ce qui va bien, notamment en psychologie positive, là, le bon fonctionnement humain. Ce qui est appréciatif, quand on utilise le mot appréciatif, c'est davantage relatif à la valeur qu'on va pointer du doigt. Donc, valoriser ce qui est présent. Et dans le cadre de l'approche appréciative, en fait, on valorise les forces, les compétences, les rêves du collectif. Ce qui est déjà là. Il y a un dessin de Logan que je trouve merveilleux, où il y a deux petits bonhommes avec un trou dans la terre et puis un tas de terre. Et il y en a un qui regarde le trou et qui dit bah, « regarde tout ce qui nous manque », et c'est vrai. Et l'autre regarde le tas de terre et dit « regarde tout ce qu'on a ». Donc, dans la réalité, les deux coexistent, mais en approche appréciative, on va vraiment faire le choix de regarder au sein de l'individu, au sein du collectif, quel est ce tas de terre, quelles sont ces ressources qui sont présentes et donc on va pouvoir mobiliser pour innover par la suite. Alors, peut-être... moi, j'aime beaucoup ce petit dessin que j'utilise souvent parce que je trouve qu'il est très parlant. Puis, David, dans les questions qu'on pose à l'étape de la découverte, c'est d'aller apprécier ce que le passé et le présent a de meilleur à offrir. Et parfois, l'appréciation peut partir d'une expérience très négative, d'une expérience qui a été douloureuse, qui a été difficile, mais qui ne nous empêche pas de porter un regard là-dessus pour apprécier ce que ça nous a apporté. Alors, donc la question n'est pas juste qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui a bien été, mais on se parle, on apprécie ce que le passé a à offrir. Puis parfois, ce qui a été source d'énergie, ça a été une expérience douloureuse, ça a été une expérience négative. Alors, c'est vraiment la nuance dans la question. C'est pas parlez-moi de tout ce qui a été positif dans votre vie, mais parlez-moi de ce qui a été source d'énergie, des expériences que vous avez vécues sur lesquelles vous pouvez bâtir. Alors, la nuance, elle est importante. Merci, Marine. Je trouve ça très éclairant. Merci à toi. Merci à vous toutes. En fait, c'est vraiment intéressant. Puis on voit qu'il y a une question d'angle qui est un peu différente dans ça. Moi j'aurais le goût de savoir aussi, Jacinthe et José, si vous pouvez nous parler un petit peu plus de vous, de qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser initialement à l'approche d'enquête appréciative, puis comment vous en êtes venus aussi, peut-être éventuellement à travailler ensemble. Moi, je suis un peu curieux de vous entendre là-dessus. Veux-tu que je commence ou tu vas commencer? Moi, mon background est en relations de travail, gestion de ressources humaines. Avant de faire ma maîtrise en développement organisationnel, j'ai travaillé à l'interne, puis j'ai fait beaucoup de groupes de résolution de problèmes, d'amélioration continue, même de la négociation basée sur les intérêts communs, tout ça. Puis on partait toujours des problèmes. Puis quand on anime des sessions de résolution de problèmes ou des groupes où on essaie d'amener les gens à trouver des problèmes, à un moment donné, à trouver des solutions aux problèmes. À un moment donné, ça devient très, très lourd. Fait que on sent cette lourdeur-là parce que regarder les problèmes, ce qui ne marche pas, des fois, ça amène les gens sur la défensive, des fois, ça les amène à trouver ça lourd, on ne trouvera jamais de solution, on n'en finira pas, on n'en sortira pas. Fait que ça, c'est un premier jet. Puis après, j'ai commencé quand j'ai travaillé après ma maîtrise, je me suis formée en coaching au début des années 2000. J'ai commencé à être intéressée vraiment par les livres de Buckingham, Clifton, sur l'approche basée sur les forces qui commençaient à ce moment-là. Puis après, j'ai rencontré Jacinthe. En fait, on se connaissait déjà, mais on a parlé de sa formation qu'elle avait suivie, tout ça. Puis on avait un mandat à faire ensemble et puis on est allé dans une conférence sur l'approche appréciative, l'approche de l'enquête ensemble. Puis là, ça a été comme vraiment une révélation pour moi. Et c'était comme si je trouvais une façon de travailler avec les groupes qui m'aidait, moi, à être plus efficace parce que ça amenait les groupes à regarder les choses différemment. Ça amenait beaucoup d'énergie, ça amenait beaucoup de créativité. En tout cas, c'était mes premières expériences comme ça. Et puis, j'ai juste voulu continuer puis en faire de plus en plus. Puis à partir de ce moment-là, Jacinthe et moi, on a fait beaucoup de projets ensemble. Fait que c'est ce qui m'a amené à cette approche-là. J'étais vraiment heureuse de découvrir quelque chose que je trouvais facilitante pour travailler avec les groupes. Vraiment, vraiment. Moi, de mon côté,
le premier contact, c'était en 98. Je terminais, j'étais à la fin d'un immense projet d'implantation technologique dans des usines de pâte et papier à travers le Canada. J'étais responsable de la gestion de changement. Puis ça a été comme une petite, c'était presque anecdotique. Je cherchais une façon de faire le post-mortem, puis on sait que personne ne veut assister à des post-mortem parce que là, c'est la réunion où on regarde ce qui s'est passé, puis on cherche à trouver qui est le coupable, tu sais. Et je cherchais une façon de le faire pour que les gens aient le goût d'y participer. Et c'est une collègue qui faisait sa maîtrise à Pepperdine, la même maîtrise que j'avais fait quelques années avant, qui m'a parlé de l'approche. Puis je l'ai utilisée là, puis ça a vraiment très bien fonctionné. Puis après ça, ben, j'étais intriguée aussi parce que j'accompagnais beaucoup d'entreprises dans des démarches de planification stratégique. Et je constatais qu'on faisait le SWOT, la fameuse analyse des forces, faiblesses, menaces, opportunités, et que la plupart du temps, le plan stratégique, les axes stratégiques choisis correspondaient aux menaces ou aux faiblesses. Mais, et donc, il y avait ça. Puis, en sortant aussi de mon projet technologique, je me suis aperçue qu'on avait mis tellement d'énergie à gérer la résistance, parce que c'était ça, faire de la gestion de changement, c'était de la gestion de la résistance. Puis, j'étais pas bien là-dedans, je n'y croyais pas, je me disais, voyons, il y a d'autres façons de faire. Puis, en découvrant l'approche appréciative, je me suis aperçue que la façon de poser les questions qu'on avait dans le mode traditionnel générait la résistance, donc nous créait de la job. C'était parfait. On dit aux gens, regardez, on s'en va là, voici tout ce qui manque pour se rendre là, parce que j'ai été formée comme ça, la gestion de transition, c'était ça. Voici où on est, voici où on s'en va, puis voici tout ce qui nous manque, le gap analysis. Hein? On faisait l'analyse des écarts, puis on s'assurait de dire à tout le monde, voici les écarts qu'il y a. Puis après ça, ben là, on gérait de la résistance. Puis on se demandait pourquoi. Puis quand on m'a introduit à l'approche appréciative, je me suis dit, wow, les questions qu'on pose en approche appréciative génèrent de l'énergie, ne génèrent pas de la résistance. Ça enlève même les sources de résistance. Alors, c'est comme ça, moi. Donc, j'avais des clients avec qui je travaillais depuis plusieurs années, qui m'ont fait confiance, qui ont fait un acte de foi en disant, OK, on est prêt à faire. Et c'était au premier balbutiement de la planification stratégique avec l'approche appréciative. Je me souviens d'être sur un listserv à l'époque parce que les Facebook et les LinkedIn de ce monde n'existaient pas. Puis, on se posait la question, comment on fait un SWOT en mode appréciatif? Et c'est dans ces discussions-là qu'a émergé le SOAR. Alors là, j'étais dans les premières à utiliser cette approche-là. Puis on parle de 2002 à peu près. Mais ça a été extraordinaire ce que ça a créé parce qu'après ça, on l'a utilisé, José et moi, dans plusieurs démarches. Peut-être au moins 70, 80 démarches assez longues avec cette approche-là. Puis, ça amène vraiment une toute autre énergie pour penser l'avenir et se mettre en mouvement puis en action. C'est vraiment fascinant. Et ça change complètement les plans stratégiques parce que les plans stratégiques sont développés beaucoup plus sur les possibilités d'avenir que sur les problèmes d'hier. Alors, rapidement, c'est comme ça que c'est ce qui m'a amené à l'utiliser. Les possibilités d'avenir et les opportunités plutôt que de regarder nos compétiteurs, les menaces qui nous viennent de l'environnement, de dire qu'est-ce qu'on veut aller saisir comme occasion, puis comment on veut intervenir plus proactivement. Peut-être, puis j'arrête après ça, mais une petite anecdote, c'est le premier client avec qui j'ai fait de la démarche appréciative pour la planification stratégique. Vous savez, tantôt, je vous parlais de la prémisse de valoriser les différences. Alors, j'ai dit à mes clients, on ne fera pas une analyse de la compétition, mais je t'invite à inviter les compétiteurs au forum. Alors, il a invité ses compétiteurs. Il y en a qui sont venus, il y en a qui ne sont pas venus, mais les compétiteurs sont venus réfléchir avec eux autres. Alors, au lieu d'essayer de faire la lecture de l'extérieur, ça a été fascinant ce que ça a donné comme démarche. Puis, les questions ne sont pas menaçantes. Alors, d'aller demander ce qui est source d'énergie, d'aller demander quelles sont vos aspirations, quels sont les résultats auxquels vous aspirez, bien, c'est pas menaçant, ça change complètement la dynamique. C'est super intéressant. Moi, ce que je vois dans ce que vous dites toutes les deux, c'est comme s'il y avait un angle qui manquait pour nous amener à aller chercher un portrait plus complet, autant dans la vision où ça nous amène. Puis d'avoir découvert cette approche-là, ça vous a permis justement d'aller chercher ça, d'exploiter ça, puis d'amener les organisations puis vos clients là, complètement ailleurs, dans une autre dynamique qui est beaucoup plus riche encore. C'est super intéressant. C'est extrêmement, justement, j'imagine que ça procure beaucoup d'énergie aussi de travailler en ce sens-là. Philippe, là-dessus aussi, j'ajouterais, moi, que
sais, quand tu dis un portrait plus complet, moi, je sais que quand j'ai été formée en DO pour faire des diagnostics, pour aider les entreprises, le mot qui venait avec complet, c'est d'aller chercher les problèmes. Et oui, rajouter quelques petits éléments. Là, oui, en passant, ça va bien. Alors moi, je dis souvent à mes clients, qui a décidé un jour que de se parler des vraies choses, ce ne sont que de se parler de problèmes? Parce que très souvent, on va dire, viens, on va s'asseoir, on va se parler des vraies choses. Quand quelqu'un dit ça, habituellement, tu te dis, hey boy, on va se parler de problèmes. Alors que David, je pense que ce qui a amené avec tous ses collègues, là, ce qui a amené dans cette approche-là, c'est que c'est vrai aussi ce qui fonctionne. C'est aussi vrai ce qui va bien, les dynamiques qui sont bien. Et toi, Marine, qu'est-ce qui t'a amené? Oui, alors c'est une histoire assez rigolote parce qu'en fait, je terminais mon Master 2, donc ma deuxième année de maîtrise qui permet d'accéder au titre de psychologue en France. Puis bon, j'étais en fin d'études, donc je croulais pas sous l'or, comme on dit. J'avais pas beaucoup de sous à ce moment-là. Et je voulais me former à l'approche appréciative. Et en fait, j'ai fait preuve d'audace. J'ai écrit à l'Institut français d'approche appréciative, donc à Jean-Christophe Baralis et Jean Pagès, en leur disant, voilà, je suis étudiante en fin de maîtrise et j'aimerais suivre votre formation. Par contre, je n'ai pas les sous pour la payer. Est-ce que je pourrais vous proposer quelque chose, du troc, de vous donner quelques heures de temps en contrepartie? Et en fait, ils ont dit oui. Ils ont dit oui, donc ils m'ont formée à l'AI gracieusement. Et par la suite, on s'est retrouvés chez Christine Quéré, voilà, quelques semaines plus tard, avec notamment Jacques Lecomte. Et donc, on parlait de ça, de la possibilité de redonner. Puis Jean-Christophe me dit, mais on aimerait vraiment ça que tu fasses une recherche sur l'approche appréciative. Et il nommait un petit peu toutes ses idées par rapport à la recherche. Puis Jacques Lecomte le regarde et lui dit, non, mais ce n'est pas une recherche que tu lui demandes, là, c'est une thèse de doctorat. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé mon doctorat, donc avec Charles Martin Crum en France, Philippe Dubreuil et Paul Miquelon au Québec. Donc, ils m'ont donné, et puis de cette manière-là, en fait, ça a été une manière de redonner en travaillant autour de l'approche appréciative. Donc, une belle histoire de troc au final. Ah, mais c'est parfait, fait que je vais savoir à qui adresser mes remerciements. C'est bon. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à l'approche, puis faire un lien aussi avec ce que tu disais tantôt, Marine, avec les trois conditions de l'autodétermination, tu sais, l'autonomie, la compétence, l'affiliation. Je fais un lien avec, pour moi, une des choses que je trouvais intéressante avec l'approche appréciative dès le début, c'est de donner toute la place aux équipes ou aux groupes ou aux gens. Par exemple, Jacinthe, je la vois qui fait un signe. Quand on faisait en DO, on est formé pour faire ça, des études de climat, par exemple. Je pense qu'en psychologie aussi. Donc, tu vas interviewer les gens, puis là, tu leur demandes tout ce qui ne va pas, puis peut-être une petite question sur ce qui marche aussi. C'est quoi vos irritants, tout ça. On devient un peu le porte-parole des gens. On développe une relation avec ces gens-là. Après, ensuite, on fait notre rapport, on fait des présentations, puis on disait souvent, quand j'ai fait ma maîtrise, on devient des fois le scapegoat, donc, tu sais, la personne qui vient porter les mauvaises nouvelles, puis tout le monde dit non, non, moi, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Alors que dans cette approche-là, avec le processus des entrevues 2 à 2 ou des entrevues de groupe, on donne la parole aux gens. Notre rôle comme intervenant, c'est de bien cadrer le thème, de travailler avec le leadership, l'équipe de leadership, de bien poser les bonnes questions, tu sais, de vraiment s'assurer qu'on est... Puis après, on laisse toute la place, l'autonomie, on considère les gens comme compétents d'être capables de se parler, d'identifier ce qui fonctionne, de leurs souhaits, de créer ensemble. Et ça, c'est vraiment fascinant de voir un groupe prendre toute cette place-là. Puis évidemment, quand ils participent, ils s'engagent, ben, ils ont le goût que ça marche et que ça continue. Donc, ça a des impacts vraiment beaucoup plus positifs, à mon avis, généralement, que quand c'est une personne qui fait des entrevues puis qui propose des changements et à partir des entrevues, par exemple. Alors, ce qui ressort des... Oh. Non, vas-y. J'allais dire, ce qui ressort de certaines études de cas au niveau de la recherche, c'est que ces binômes-là, ils génèrent de l'intimité
les Oui. gens se sentent plus en sécurité et donc peuvent plus facilement nommer des éléments positifs, ce qui par ailleurs n'est pas toujours évident parce qu'on est quand même entraîné à être plutôt humble, à ne pas se mettre en avant. Donc là, ça demande un Oui, tout à certain fait. exercice. Et en fait, ces binômes-là, ils permettent ça. Ils permettent déjà de s'exposer, de se montrer plus vulnérable par rapport à des expériences de réussite, des choses qui ont bien fonctionné. Si Donc je peux ça me a été permettre, et c'est peut-être quand on parle, là, je sais qu'on déroge un peu de ta question, Philippe, mais en approche appréciative, quand on parle des entretiens appréciatifs en binôme, à deux, ou parfois en groupe, on parle souvent, on parle toujours, l'une des conditions de succès de ça, c'est quand c'est des pairs improbables. Donc, des gens ou des groupes qui n'iraient pas naturellement l'un vers l'autre parce que ça amène une autre forme d'écoute, premièrement. Parce que sinon, on se connaît, je sais déjà ce que tu vas dire, je le comprends, tu n'es pas obligé de détailler. Alors que quand on se connaît moins, on est plus curieux, puis on ne prend pas comme étant acquis que je comprends déjà ce que tu vas me dire, premièrement. Et deuxièmement, c'est la reconnaissance du fait que d'être dans cet entretien-là, ça crée des liens. Et ça, je me sers beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça, moi, quand je travaille. Je l'ai fait à plusieurs reprises, je l'ai fait encore récemment cet automne, où tu crées des pairs improbables. Parfois, j'invite les gens à choisir avec qui ils veulent se pairer en mettant certains critères, mais d'autres fois, je le fais. Puis, à la fin d'une rencontre, à l'automne, en septembre, il y a quelqu'un qui est venu me voir en disant « Ah! Quand j'ai vu que ces deux personnes-là allaient s'interviewer, je me suis dit « Ça va être effrayant! » Et au compte, la personne est venue, c'est pas c'est une observatrice qui est venue me dire ça. Je me suis dit « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là? » Puis là, j'ai fait « Ah, je savais pas. Moi, je les ai juste mis comme ça parce qu'ils ont deux rôles différents. Je savais très bien ce que je faisais, mais ça a fait, mais ça marche à tout coup. La nature des questions appréciatives font que les gens entrent en relation. Le lien se tisse et les gens se voient autrement. Parce que souvent, ces frictions-là sont créées toujours par une façon de se parler qui est toujours la même. Alors, c'est une des forces de l'approche appréciative, c'est cet angle de question qui fait que c'est pas menaçant, puis ça me permet de t'écouter autrement. Alors, les normes sont comme importants. Super intéressant. Je pense que c'est peut-être une des bonnes pratiques à retenir, justement, pour les personnes qui veulent adopter cette approche-là. Écoutez, moi, j'aurais le goût de vous demander en même temps, parce que je vous entends depuis tout à l'heure, me parler de cette approche-là, qu'est-ce que ça apporte, tout ça, mais est-ce que vous pouvez, en fait, je vais profiter, si on veut, de toute la richesse de mes invités et l'expérience que vous avez pour vous poser cette question-là, justement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos mandats les plus marquants, puis qu'est-ce que vous retirez de ça, justement? Pourquoi ça se trouve être des mandats qui étaient particulièrement marquants? En tout cas, j'ai le goût de vous entendre sur les expériences que vous avez eu l'occasion d'effectuer et de vivre en lien avec l'approche d'enquête appréciative, puis qu'est-ce qui est ressorti de ça? Il y a tellement de projets dont on Il y a peut tellement. parler. Pour moi, le premier, Jacinthe, c'est le premier, un des plus marquants, c'est celui qu'on a fait ensemble suite à notre participation à la conférence en Floride là, sur l'approche appréciative. C'était celui dans l'usine de bonbons. Alors, c'était une intervention dans une usine où il y avait 300 employés. Puis évidemment, on n'a pas commencé avec les 300 employés, mais c'était sur de la mobilisation, des gens à s'engager pour résoudre ou faire transformer certains défis que l'organisation vivait, c'était en production, qualité, santé, sécurité, etc. Donc, le client qu'on avait, il voulait utiliser, vraiment maximiser l'utilisation de l'ensemble des gens. Il voulait que tout le monde puisse contribuer à sa pleine mesure. Puis dans une usine de bonbons où il y a des gens qui travaillent depuis fort longtemps, tout ça, tu sais, les gens sont parfois sur leur garde. Puis pour moi, ça a été une super belle expérience. Il y a eu des défis parce que c'était la première fois, je pense, même toi, Jacinthe, que tu travaillais avec un environnement syndiqué. Fait que, mais, Avec cette approche-là. Avec cette approche-là, oui. Ben, je connaissais bien le milieu syndical. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait des relations de travail, de la négo, tout ça. Mais on avait formé un groupe de travail pour commencer à travailler là-dessus après s'être bien entendu sur le mandat avec l'équipe de direction. Puis
on avait dit, ben s'il y en a des gens qui sont sceptiques, là, on veut les avoir avec nous, là, dans le groupe de travail. Là. On veut entendre ce qui se passe, puis tout ça. Puis ça a duré, mon Dieu, ça a dû être une intervention qui a duré à peu près 1 an, je dirais. Puis le point culminant, ça a été un grand forum avec tous les employés. Puis on a formé une quinzaine de personnes à faire des entrevues en binôme, comme on parlait tout à l'heure. Donc, il y a eu peut-être 150 entrevues. Donc, tout le monde n'a pas participé aux entrevues, mais il y en a eu quand même 150. Donc, ça fait quand même un bon nombre. Il y a eu un rapport qui a été conçu. Ça a été vraiment une belle intervention. Et l'impact, puis Jacinthe, tu pourras m'ajouter, là, mais l'impact, ça a été vraiment une super belle énergie, tout ça. Et par contre, ce qui a été un peu un défi, c'est que l'entreprise a été vendue. Donc, l'usine où on travaillait a été vendue peut-être 3 ou 4 mois après. Mais le leader, le directeur d'usine était toujours là. Puis ce qu'il nous disait, c'est que ça avait eu un impact sur les résultats, quand même assez rapidement à court terme, mais que ça avait surtout aidé les gens à rester mobilisés malgré la vente de l'entreprise ou de l'usine. Ce n'était pas toute l'entreprise, c'était l'usine en question qui avait été vendue. Et ça avait eu quand même un impact. Et puis, on voit aussi des transformations individuelles, même si ce n'est pas ça qu'on vise, là. On voit qu'il y a des gens qui changent leur façon de voir les choses, qui regardent les choses différemment. Fait que ça a été, pour moi, ça a été une des plus marquantes. Il y en a eu une deuxième aussi, là, mais je vais te laisser de la place pour d'autres choses pour en parler, Jacinthe, mais toi, tu en as fait peut-être un peu plus que moi aussi. Alors, mais moi, ça a été, parce que la première, la plus marquante, je pense. Oui, Ouais. ça a été un beau travail avec les gens. Puis on s'était permis cette fois-là on avait été audacieuse, mais on y croyait. Hein? Quand on croit dans quelque chose avec l'exécutif syndical, au lieu d'essayer de les convaincre en leur démontrant des recherches et de la théorie et tout ça, on les avait divisés en 2 groupes, puis on leur avait fait faire. La moitié du groupe répondait à la question quels sont tous les problèmes qu'on a à régler pour que. Et là, c'était pour que ce soit agréable de travailler ici et qu'on soit productif. Et l'autre groupe se disait si on vous accordait des souhaits qui feraient en sorte que ce serait encore plus agréable de travailler ici et qu'on serait très productif, quels seraient vos souhaits? Puis les 2 sous-groupes, 10 minutes de remue-ménage, les 2 sous-groupes ont ramené leurs questions et ils se sont fait la preuve eux-mêmes, on n'a rien eu à dire après, qu'ils avaient abordé les mêmes sujets, mais que l'énergie dans le groupe des souhaits était beaucoup plus. Ça générait beaucoup plus d'énergie, puis dans le groupe des problèmes, les épaules étaient un peu plus basses, puis on se demandait pourquoi on continuait à travailler là. Et ils se sont fait la preuve eux-mêmes. On n'a même pas eu. Après ça, on est arrivé en expliquant l'approche, mais là, les gens ont arrêté de croire qu'on voulait juste porter des lunettes roses puis éviter de se parler des vraies affaires. Ouais. Mais moi, j'aime dire, puis rapidement, dans les projets qu'on a faits, j'aime dire que des projets significatifs, j'en ai eu qui ont duré 1 heure, puis j'en ai eu qui ont duré 3 ans. C'est sûr qu'1 heure, tu n'as pas le même impact, tu n'as pas la même chose, mais parfois, c'est juste le brise-glace que j'amène en approche appréciative et qui crée une ouverture et une prédisposition pour se parler de ce qu'on a à se parler. Même j'ai vu une fois se poser une question appréciative au départ en demandant aux gens, retourne dans les expériences passées, puis qu'est-ce qui a fait que ces fois-là, ça a fonctionné. Puis, il y a quelqu'un qui était très, très conflictuel dans son approche, très négatif, très rébarbatif. Puis il est venu me voir à la pause en me disant, je suis un petit peu choquée contre toi parce que en répondant à ta question, ça a changé complètement mon attitude. Puis c'était comme s'il se faisait un devoir, lui, d'avoir ce... Il était très drôle. Il est venu me dire ça avec toute la candeur du monde. Et, donc, parfois, c'est juste pour ouvrir puis aider les gens à être plus prédisposés à une discussion. Mais d'autres fois, c'est des démarches un peu comme José en parlait. On en a fait un aussi sur un gros, immense chantier. C'est un projet qui allait durer 7 ans. Les gens travaillaient à distance. Alors, il y avait 5 sites, oui. Autour de la mobilisation, c'était un projet de 5 milliards, donc il y avait des gros enjeux. Il y avait 5000 personnes qui allaient être sur ce chantier-là, et dont 500 travaillaient pour l'entreprise, tous les autres étaient des contractuels. C'est comme un village, hein? Le gestionnaire du chantier est comme le papa, le maire du village, le directeur de l'hôpital, c'est à peu près ça. Hein? Alors, comment les aider? Puis,
ça a été ça a été un projet de plus longue durée. Mm. Au début, c'était avec des ingénieurs, ils ne comprenaient pas notre vocabulaire, ils ne comprenaient pas nos tournures de questions, ils se demandaient si on en avait fumé du bon. Mais ils ne lâchaient pas, puis le directeur, il croyait. Là, on avait fait du travail avec le directeur d'équipe au départ. Mais les gens sont restés, puis ça a été assez fascinant de voir comment ça a changé la façon de se parler dans l'équipe, comment ça a changé l'angle, comment ça a développé le niveau de confiance aussi, puis les relations entre les gens. Alors ça a été un projet. Puis ce qu'on a fait, c'est, si j'avais comme un conseil à donner aux gens qui l'utilisent, c'est de le prendre par petits pas. Tu sais, c'est un immense projet, ça aurait pu, au lieu de partir en approche appréciative avec l'ensemble du projet, on a commencé par aider l'équipe de gestion à utiliser l'approche pour juste se parler de comment eux autres voulaient travailler ensemble. Après ça, on a aidé une petite équipe de projet à utiliser l'approche pour se parler de comment ils voulaient, quelle sorte de règles du jeu ils voulaient se donner pour gérer le projet. Puis, petit à petit, les gens ont gagné comme confiance, ont adopté l'approche. Puis, comme on disait, c'est une philosophie. Alors, une philosophie qui nous met au défi dans nos croyances. Alors, c'est bon de l'expérimenter à petits pas au lieu de dire faites un acte de foi, là, vous allez voir, ça va être extraordinaire. D'aider les gens à apprivoiser l'approche. Puis, dans cette démarche-là, au bout de nous, on les a accompagnés pendant 2 ans à peu près là-dedans. Puis au bout de la 2e année, le chantier était très, très avancé et l'équipe responsable de ça devait passer, eux autres le construisaient, puis après ça, ils passaient à une autre division qui, eux autres, allaient l'entretenir, donc faire tout l'entretien. Et ils ont décidé de leur propre chef d'utiliser l'approche appréciative pour planifier toute la transition et le passage de pouvoir. Alors ça, c'est un projet, mais j'aime l'utiliser aussi pour faire des focus groups, au lieu de faire des focus groups pour dire, vous nous avez dit dans le sondage d'employés que telle chose ne va pas bien, parlez-nous-en plus, parce que c'est ça qu'on fait habituellement dans les focus groups. On utilise les résultats du sondage pour dire, premièrement, parlons plus aussi de ce qui fonctionne bien, parce que ça aide. Et les choses qui fonctionnent, les thèmes où on dit que ça ne fonctionne pas bien, posons des questions en mode appréciatif, c'est de quoi ça avait l'air les fois où ça fonctionnait bien, ces choses-là. Ouais. Tout le monde a des points de repère pour dire, si je te dis que je ne suis pas contente, c'est parce que je sais de quoi ça devrait avoir l'air, ou je pense que je le sais. Puis, quels sont tes souhaits? Alors, on a fait vraiment dans toutes sortes de types, puis dans la planification stratégique, j'en ai parlé tantôt. Évidemment. Mais c'est des projets, parfois, c'est pas facile d'introduire l'approche parce que les gens sont craintifs, n'ont pas de point de repère. C'est fou, hein, parce que le mode traditionnel en résolution de problèmes n'apporte pas toujours des résultats positifs, mais personne n'a peur de l'utiliser. On ne les met pas au défi, oui, c'est ça. Mais quand on amène une nouvelle approche, là, tout le monde voudrait avoir une garantie signée que ça va fonctionner. Alors, souvent, ça prend développer la confiance avec les clients. Puis je dirais que le truc qu'on a trouvé, José et moi, c'est de ne pas y aller toute seule, d'être 2. Alors, si les membres du groupe ou le gestionnaire nous met au défi un peu en disant oui, mais, si moi, ça vient me chercher, puis ça ferait que je reculerais, puis je dirais OK, alors on va le faire comme on le fait d'habitude. Là, souvent, c'est José qui entrait en disant non, elle avait un peu plus d'aplomb. L'autre fois, ben, c'est José qui Combien de fois c'est arrivé? On avait un plan, on va faire ça, on va poser telle question. Puis là, il y en a une qui dit, tu sais, on vient se voir en arrière, là, devant un groupe, t'es sûr qu'on fait? Oui, on le fait. Oui. Alors, vraiment, ça aide vraiment, vraiment d'être 2. Vraiment. C'est un service à se rendre, oui. Puis on a des forces différentes aussi, on amène des perspectives différentes, on a des styles différents. C'est vraiment, c'est un bon conseil de travailler à 2 plus, là, mais oui. C'est super intéressant parce que ça vous permet justement de porter la démarche à 2, de consulter, cette espèce de double crédibilité aussi qui est là. Tout à fait. Puis moi, je reviens un peu sur ce que tu mentionnais, Jacinthe, par rapport au fait d'amener l'approche à petits pas. Bien souvent, quand on voit cette approche-là, par exemple dans les livres ou quoi que ce soit, bon, tu as le grand cycle des 5D, etc. Puis là, bon, comment je pourrais amener ça par rapport à la question, puis au client, puis, mais c'est pas obligé d'être
l'intervention en tant que telle qui est toute basée sur ça, mais au contraire, de l'amener à petits pas, on va amener ça d'une certaine manière ou d'une autre manière, puis d'initier un petit peu soit le milieu ou le client là, par rapport à cette approche-là, puis après ça, bâtir là-dessus. Ouais. Ça permet vraiment de faire les choses différemment, de façon plus adaptée aussi. Là. Ça a été notre stratégie pour amener une approche nouvelle dans bien des situations, dans bien des contextes, ou dans des contextes comme un contexte de milieu d'ingénieur ou un contexte financier ou après ma barre, ce sont des gens qui vont aller avec les choses connues et comme prouvées, etc. Ça a été de dire, on va faire une petite chose, une journée. On va vous faire vivre l'approche sur un sujet ou un thème qui est pertinent pour vous, pas en théorie, pour qu'ils vivent ils vivent les entrevues, ils vivent les questions. Et là, ça démystifie beaucoup, beaucoup. Alors, Ça au lieu rassure. de dire, ben, ça rassure, ça démystifie, on peut faire des parallèles avec, donc, dans le projet de construction que Jacinthe parlait, on n'a pas commencé à dire, on va rencontrer, tu sais, non, on est allé avec le groupe de direction parce qu'on trouve que c'est important qu'ils soient toujours 3 pas d'avance, donc qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent, qu'ils comprennent, qu'ils soient capables de l'expliquer, de le vivre, de le soutenir. Fait que de leur faire vivre comme premier petit pas. Puis après ça, on avance tranquillement, puis on co-crée. Moi, j'aime dire, là, tu sais, comme en termes de conseils, de dire, on a un client et des représentants du client avec qui on est partenaire, puis on co-crée avec eux autres, on avance avec eux autres tranquillement, puis on est comme co-responsable aussi de ça, mais pour, pour démystifier puis dire on va arriver avec la grosse affaire, le gros projet, ça va durer 2 ans, ça va coûter tant. Non, on y va tranquillement, à petits pas. Je trouve que c'est une super stratégie de leur faire vivre ça. On a formé depuis 2009, José et moi, là, avec l'atelier de 3 jours sur l'approche appréciative, on a formé peut-être 150 personnes. Puis souvent, de ces gens-là, quand on les croise, ils nous disent ah, ben, tu sais, moi, j'utilise pas vraiment l'approche. Pourquoi pas de forum avec beaucoup de monde? Puis c'est pas on n'a jamais 2 jours. Puis moi, je dis, tu utilises l'approche quand de façon très intentionnelle et consciemment, tu poses des questions pour aller enquêter sur ce qui a été source d'énergie dans le passé, puis tu formules tes questions en termes de souhaits au lieu d'en termes de problèmes. C'est pas de faire un forum, c'est pas d'aller faire 15 entrevues, c'est pas ça qui est de l'approche appréciative. L'approche appréciative, c'est vraiment le choix d'un biais appréciatif pour aborder une question. Même si c'est juste dans un entretien de 30 minutes avec une personne, que ce soit dans un forum, parce que David, il en parle souvent avec ses forums de 500 personnes qui durent 3 jours. Mais il y a peu de gens qui ont les moyens et le temps de passer 3 jours en forum. Ça se fait, on l'a fait, nous, à l'occasion, mais c'est pas toutes les fois. Pas tout le temps. Vraiment pas. Puis c'est ça qui rend l'approche pas facile à étudier sur le plan scientifique, parce qu'elle est très malléable et adaptable, donc on peut l'utiliser en entrevue, on peut l'utiliser aujourd'hui, on fait des congédiements appréciatifs, donc on peut l'appliquer vraiment dans de différentes manières. Puis au niveau de la recherche, il faut qu'on puisse comparer des choses qui soient très cadrées. Donc, quand on prend ce corpus-là d'études de cas, puis de quelques recherches quantitatives, en fait, on réalise que les méthodologies utilisées sont très différentes. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du corpus de recherche, en fait, on a beaucoup d'études de cas, donc de praticiens, chercheurs qui ont documenté de manière qualitative leurs expériences avec l'AI, ce qui fait office de preuve quand même, mais on a moins de devis expérimentaux ou de recherches quantitatives où là, les participants vont passer des questionnaires et puis on va évaluer en fait à l'aide d'analyses statistiques l'impact des interventions. Donc, c'est à la fois la force de l'AI et c'est à la fois, ça génère à la fois sa difficulté d'étude sur le plan scientifique. Mais moi, je peux dire, ça fait 40 ans que je suis dans le métier, puis ça fait 22 ans que j'utilise cette approche-là. Puis j'ai le privilège d'accompagner des clients à long terme. Alors, la semaine dernière, je travaillais avec des clients avec qui j'ai travaillé pour la première fois. Je vais trahir mon âge, là, mais en 1988. Et je les ai suivis à travers le temps. J'en ai d'autres que j'ai accompagnés pendant 25 ans. Mais encore une fois, il n'y a rien de scientifique. Je n'ai pas d'études
rigoureuse du avant et après, mais je peux témoigner, c'est toujours des témoignages, que l'énergie que ça génère et l'engagement que ça génère est durable. C'est vraiment fascinant, là. Des démarches plus traditionnelles, à la fin, tu dis, bon, on fait le plan d'action, le suivi, puis là, tu vois tout le monde se pencher pour essayer d'être en dessous de l'écran, là, pour pas qu'on les voit quand vient le temps de dire qu'il va le faire. Alors que quand on fait l'approche appréciative, les gens se portent volontaires et ça dure. Tu n'as pas besoin de les rappeler après pour se dire, là, tu fais. C'est vraiment, vraiment fascinant. C'est engagé, oui. Vraiment fascinant. Mais je pense que c'est un mélange, puis ça rejoint beaucoup de choses de la théorie de l'autodétermination, tu sais. Je pense que ça renforce les liens entre les gens. Les gens vont dans là où ils se sentent compétents, où ils ont l'énergie de le faire. Puis la démarche fait que c'est eux autres qui choisissent aussi ce qu'ils vont faire. Alors, c'est vraiment fascinant. C'est l'autonomie, oui. Là, il y a une étude de Verlesen qui documente ça, les relations entre l'approche appréciative et l'autodétermination. Donc, c'est une recherche sur le sujet, oui. Effectivement, Marine, c'est ça, c'est super intéressant parce que c'est ce qu'on voit dans la littérature scientifique. Hein, comme tu le mentionnais, c'est beaucoup d'études de cas, beaucoup d'études qualitatives avec des entrevues, justement, avec les personnes qui ont vécu une enquête appréciative, qui disent oui, ça a eu un effet au niveau de mon engagement, au niveau de ma performance aussi, au niveau de la mobilisation de l'équipe, du groupe, etc. Mais quand on essaie de le mesurer de façon quantitative, c'est très, très difficile, justement, à cause, bon, c'est des démarches qui vont s'échelonner sur beaucoup de temps, qui impliquent beaucoup de gens. Puis là, il y a toutes sortes de variables qui vont être impliquées là-dedans à cause de la complexité de l'intervention. Donc, je pense que c'est un des défis là, actuellement au niveau de la recherche. Je ne sais pas si tu veux nous parler peut-être de ça, Marine. Comment se positionne l'avenir? Qu'est-ce qu'il resterait à faire en termes de recherche au niveau de cette démarche-là? Je pense qu'il mérite d'être approfondi au plan scientifique, là. Oui, en fait, c'est une des visées de ce doctorat-là que justement d'étudier de manière plus quantitative l'approche appréciative en la comparant notamment à l'approche des forces, parce qu'on trouve des éléments très, très connexes, très similaires entre l'approche des forces et l'approche appréciative, et en même temps des éléments de divergence, notamment en termes de protocole. La l'AI est vraiment centrée, si on prend la méthodologie la plus utilisée, celle des 5D, donc de la découverte au déploiement, on voit des différences. Donc, on est en train de finaliser là, cette recherche-là, mais peut-être je commencerai à répondre par ta question, à ta question par ce qu'on a déjà au niveau de la littérature. Donc, dans les études de cas qu'on a pu regarder, puis il y en a des centaines des études de cas, nous on a vraiment regardé les études de cas qui s'appliquent au milieu organisationnel, mais il y a d'autres études de cas d'approche appréciative dans le milieu de l'éducation, dans le milieu hospitalier, etc. Donc, c'est plus large que ça. On a trouvé 4 éléments principaux sur lesquels va jouer l'approche appréciative. La première chose, c'est la générativité. Ce que documentent de manière répétée les chercheurs et les praticiens, c'est qu'en utilisant l'approche appréciative, on va générer de nouveaux liens, de nouvelles idées, de nouveaux comportements. Et ça se retrouve de manière flagrante dans les études de cas. Donc, même si ce sont des données qualitatives, ça a une valeur parce que si on accumule beaucoup de données qualitatives, à un moment donné, on peut se dire qu'il y a quand même des tendances qui vont dans ce sens-là. L'autre chose, c'est vraiment en lien avec la performance et l'engagement au travail. C'est-à-dire que l'approche appréciative générerait de la performance et de l'engagement, notamment par le biais des émotions positives. Donc, par le fait de générer de la fierté, de la satisfaction, puis de l'espoir, mais aussi de l'énergie. Donc ça générerait de l'engagement et de la performance. Et puis, ça amènerait aussi de la collaboration au sein des équipes. En fait, Jacinthe et José, vous en avez beaucoup parlé. Par les questions appréciatives, on est moins menaçant. Et donc ça permet d'échanger davantage, de créer du lien, mais aussi de développer la conviction collective, en fait, que l'équipe possède les ressources, les connaissances, les compétences qui sont nécessaires pour accomplir les prochaines tâches. Donc ça, c'est les éléments principaux. Puis le dernier qu'on pourrait nommer, c'est que ce qui ressort des études de cas, c'est vraiment le fait que ça développe un fonctionnement organisationnel positif.
Donc ça, c'est au niveau de la littérature existante. Donc, il y a des, comme je vous dis, des centaines d'études de cas là qu'on peut lire qui sont vraiment fascinantes. Ce qui nous manque en revanche, puis ce serait super que dans les prochaines années, les chercheurs puissent s'intéresser à ces questions-là, c'est tout ce qui est relatif aux données plus quantitatives et aux données expérimentales. Donc, le fait de mener des expériences d'approches appréciatives qui pourraient être comparées à d'autres approches et d'en mesurer les effets avant, après, et puis peut-être dans les semaines, les mois qui suivent, à travers des questionnaires qui sont psychométriquement valides. C'est-à-dire qu'en fait, par le biais de questionnaires, si on a des cohortes plus larges, on peut venir comprendre plus en finesse qu'est-ce qui se passe exactement. Quels sont les effets médiateurs? Est-ce que l'engagement et la performance, par exemple, va être stimulé par les émotions positives? Est-ce que c'est vraiment le binôme et la création d'une relation plus intime, plus respectueuse, où on parle de soi? Est-ce que c'est le processus en tant que tel, avec le fait de rêver en grand et donc d'être dans une pensée divergente, où là, on est dans de la créativité, on se stimule, etc. Donc, l'idée d'aller chercher des données plus quantitatives avec des devis expérimentaux, c'est d'avoir des données statistiques, en fait, pour aller vraiment, de manière plus minutieuse, distinguer, en fait, sur quoi l'approche appréciative agit. Et comme on le nommait tantôt, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on peut utiliser, et c'est ce qu'on voit dans la littérature scientifique, on peut parler de valeurs appréciatives, on peut parler vraiment de la méthodologie des 5D, on peut parler de philosophie appréciative. Et à ce moment-là, en fait, on est sur des recherches qui ne sont pas nécessairement comparables, puisqu'on parle d'éléments un petit peu différents, même si bien sûr, il y a des choses qui se recoupent. Donc, mon souhait, là, on peut parler souhait pour les prochaines années, c'est que les chercheurs se saisissent de ce mandat-là, en fait, d'aller étudier de manière quantitative aussi, donc pas juste avec des études de cas, mais d'aller comprendre plus en profondeur, en fait, qu'est-ce qui fait que ce qu'on remarque auprès de praticiens, là, que l'approche appréciative fonctionne, en fait, très bien. Oui, tout à fait. Donc, Marine, si tu me permets de compléter, en même temps, l'idée, je pense, derrière tout ça, c'est de dire de ne pas procéder seulement par entrevue au niveau de la recherche, mais aussi par des éléments qui sont chiffrés pour qu'on puisse voir parce qu'il y a des questionnaires qui existent pour mesurer le niveau de bien-être, par exemple, de façon chiffrée, le niveau d'engagement de façon chiffrée, puis qu'on puisse comparer. Est-ce qu'il y a une différence avant? Est-ce qu'il y a une différence après? Est-ce qu'il y a une différence comparée à un groupe qui n'a pas fait l'intervention, mais qui est identique dans l'organisation? Et que là, on puisse vraiment chiffrer ces éléments-là et documenter. Parce que jusqu'à maintenant, les gens procèdent beaucoup par entrevue. Il y a des thèmes qui ressortent des entrevues. Puis les gens disent, ça a eu un effet sur mon bien-être, ça a eu un effet sur mon équipe. Ça, c'est documenté de façon qualitative, justement, textuelle, etc. Mais de le chiffrer aussi, c'est là que ça devient intéressant. Puis on peut aller un peu plus loin sur le plan statistique là, à ce niveau-là. La recherche, je pense que il y a beaucoup, beaucoup de choses à explorer sur le plan quantitatif qui pourraient être des gains très, très importants pour l'approche aussi. Le projet dont on parlait tantôt sur les grands chantiers de construction, le projet s'est terminé à temps et un petit peu en dessous du budget. Quand on parle de budget de 5 milliards, c'est pas... c'est sûr que ça ne peut pas être juste cette approche-là qui fait la différence. Il y avait des gestionnaires chevronnés, des gestionnaires de projets expérimentés. Toutefois, quand José et moi, on est allés quand même pour notre plaisir à nous. On s'est donné une petite démarche, pas rigoureuse académiquement, mais un peu plus rigoureuse que ce qu'on fait d'habitude pour aller enquêter, aller comprendre qu'est-ce qui avait fait une différence. Puis les résultats, puis les gestionnaires n'étaient pas capables de mettre de doigts précis, mais c'est des gens qui n'étaient pas à leur premier chantier, là, qui en avaient fait des gros chantiers comme ça et qui dénotaient une différence certaine. Et dans le résultat aussi, parce qu'ils ont réussi à livrer à temps, ils ont réussi mais il y a plein de facteurs. On n'est pas capable d'isoler ça. On n'est pas capable de dire c'est grâce à ça. C'est grâce à des gestionnaires de projets chevronnés expérimentés. C'est grâce à des moyens qui sont mis en place, qui ont eu les bons contracteurs. Bon, il y a toutes sortes de choses. Mais une des choses qui dénotait, c'est que ça avait fait une grosse différence. Mais encore une fois, c'est témoignage et oui, c'est la même chose.
Mais c'est là où la pratique et la recherche peuvent vraiment travailler main dans la main. Ouais. C'est-à-dire que vous avez des années d'expérience avec l'approche appréciative, ce qui n'est pas mon cas, par exemple. Donc, en écoutant vos succès avec l'approche appréciative, en discutant, puis vous avez d'ailleurs contribué à l'élaboration de l'intervention de l'approche appréciative pour cette étude-là, ça permet de mieux cibler ce qu'on aurait à mesurer, parce que naturellement, dans une recherche, on ne va pas tout mesurer, on choisit quelques variables. Et donc, je pense que c'est vraiment important que les praticiens travaillent avec les chercheurs pour cibler en fait, les variables à mesurer. Et puis après, ça prend plusieurs recherches là, pour comprendre une approche de cette envergure-là. Et à tort, souvent, on croit que cette approche-là, ce n'est que pour soit faire de la vision d'avenir ou pour du feel-good, pour que les gens se sentent mieux, de la mobilisation. Je pense que toutes les deux, Josée et moi, on a eu la chance. Moi, j'ai travaillé dans le milieu financier, dans le milieu ouvrier, et la notion de productivité, de performance était tout aussi importante. Puis, tu ne peux pas les dissocier. Du développement organisationnel, c'est qu'on a la croyance profonde que ça va, mais dans la main, ces éléments-là, ce n'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Et on est capable d'utiliser cette approche-là pour travailler des choses très mesurables, très centrées sur les objectifs de l'entreprise et en tenant compte que ce sont des êtres humains qui font arriver ça aussi. Là. Parce que très souvent, on se dit, ça c'est l'approche qu'on utilise pour faire de la mobilisation, pour faire de la vision, mais pas le reste. Non, on peut le faire pour de la résolution, ce qu'on appellerait, ce qu'on ferait habituellement en mode résolution de problème. Oui. Puis la première, l'intervention dont j'ai parlé avec l'usine de bonbons, ils avaient vu des différences là, dans la productivité, dans la santé-sécurité. Bon, est-ce que c'était lié juste à ce qu'on a fait? Probablement pas, mais ça suscite, quand tu amènes les gens à parler, à se discuter, ça suscite une ébullition qui fait que tout le monde sème des petites graines un petit peu, là, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui émerge. Mais c'est certain que ça amène beaucoup d'engagement puis de collaboration, je pense, dans les organisations. D'innovation aussi, créativité, innovation, oui. C'est intéressant, c'est là qu'on voit justement que toute la recherche et la pratique se valident ensemble. C'est ce que vous expliquez, c'est ce qui ressort justement de la recherche et les entrevues, puis ça se rejoint tout à fait. C'est extrêmement intéressant. Ouais. Ça m'amène un petit peu à vous demander justement, est-ce qu'il y a des contextes particuliers dans lesquels c'est particulièrement approprié à votre avis d'utiliser l'approche d'enquête appréciative? Est-ce qu'il y a des fois des conditions de succès en particulier que vous jugez qui sont particulièrement important, ou ça serait quoi les contextes dans lesquels c'est le plus approprié, ou que vous dites ça, c'est vraiment les bons types d'intervention, les bons types de contextes pour faire une démarche d'enquête appréciative? Moi, j'ai le goût de répondre. Je ne suis pas capable d'identifier des contextes précis où c'est vraiment impossible. Je pense que ce que ça prend pour que, peu importe le contexte, ça fonctionne, c'est une ouverture de la part des parties prenantes, que ce soit des gestionnaires, des employés ou des individus, selon le cas où on l'utilise. Une ouverture d'essayer quelque chose qui va peut-être à l'encontre des croyances fondamentales dans lesquelles on a grandi, ou qui nous ont été inculquées en grandissant. Tantôt, je faisais allusion à ça en disant, on nous a appris que même à l'école, nos devoirs revenaient, puis ce qui était encerclé en rouge, c'est toutes les erreurs, ce n'était pas ce qui était de bon. Là. Alors, c'est très, très ancré en nous, on est circuité comme ça. Alors, il faut qu'il y ait comme une ouverture de la part des parties prenantes pour essayer autre chose. Puis, il faut, je pense, que de la part des personnes qui amènent l'approche, qui l'introduisent, que ces gens-là aient fait leur devoir, comprennent bien ce que c'est l'approche, se soit pratiqué à formuler des questions différemment pour ne pas faire un petit peu de n'importe quoi, puis qu'on ne soit pas juste dans des questions positives, disons, parce que là où ça échoue parfois, c'est quand quelqu'un dit « Non, là, tu veux parler de quelque chose qui ne va pas bien, là, c'est pas ça qu'on fait ici, on parle juste de ce qui va bien. » C'est pas ça l'approche appréciative, et c'est là que ça déraille. Moi, la seule fois où après ma barre, quand je l'ai amené, puis les gens se sont mis en mode d'enquête appréciative, puis ça n'a pas fonctionné,
c'était un moment où c'était une équipe qui avait été mise en tutelle, qui avait été très, très, très Écorché. éprouvée, écorchée. Il y avait un gros, gros bagage. Et il y avait comme plus d'espace dans leur cœur, dans leur tête, pour même se parler, peu importe l'angle, tu sais. Bon, on l'a essayé, puis ça n'a pas marché. Alors, heureusement, j'avais participé à une session avec David Cooper Ryder quelques mois avant, où il avait fait état d'une situation comme ça dans un milieu hôtelier. Puis j'ai décidé de prendre la même approche. Ce que David avait fait à ce fois-là, c'est de dire, OK, on n'est pas capable, on n'a pas l'espace pour enquêter entre nous sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Alors, moi, je vais parler de mon expérience, mais c'est calqué sur ce que David avait fait ailleurs. J'ai dit aux gens, OK, c'est une équipe de ressources humaines. Puis je leur ai dit, on va aller enquêter, mais on va aller enquêter à l'extérieur. Et c'était dans le milieu gouvernemental. Puis je leur ai dit, vous allez aller parler à des gens. Je vous invite, là, je ne l'ai pas imposé, hein, on a parlé, mais je vous invite à aller parler, aller faire des entrevues auprès de gens en ressources humaines dans le milieu gouvernemental et de gens en ressources humaines dans le privé. Puis tout le monde va aller faire 2 entrevues. Tout le monde va interviewer quelqu'un du privé puis quelqu'un avec les mêmes questions qu'on voulait se poser entre nous. Et on va revenir, puis on va se partager ça. Et ça a été absolument extraordinaire. Parce que ça a fait 2 choses. C'est que ça a donné de l'air à l'équipe. Ça leur a permis d'entendre ce qui se faisait ailleurs. Quand on se compare, on se console. On comprend qu'il y a une partie de ça. Mais les gens sont venus en disant, ben, ce qui marche chez eux, on l'a ça, nous autres. On le fait déjà. Puis les souhaits, ben, nous aussi, on souhaite ça. Puis, ben ça, on n'y avait pas pensé, mais mon Dieu, que ça pourrait être inspirant. Et ça a complètement ouvert la discussion. Puis là, on a été capable, après ça, de faire une enquête à l'interne. Mais tu sais, c'est la seule fois là, où je peux dire que j'ai amené les questions, là, puis c'est comme ça a bloqué, là, ça passait pas, les gens n'étaient pas capables, il n'y avait pas le cœur. Puis là, dans ce temps-là, c'est d'avoir assez d'empathie pour entendre, puis comprendre ce qui se passe, mais pas les laisser dans cette impasse-là, puis pas tomber dans le piège de « OK, on va continuer à se parler des problèmes ». Non, c'est ça. Puis je pense que c'est vraiment l'acuité de notre perception comme intervenant, tu sais, de bien lire. De là, l'idée d'être 2 aussi, là. Puis de s'assurer que dès nos premières interventions ou notre première rencontre avec un futur client potentiel, qu'on pose déjà des questions appréciatives, qu'on essaie de tester, voir est-ce qu'ils sont capables de remettre en question leur façon de faire, de regarder leurs suppositions, leurs croyances par rapport à leur façon de faire, puis donc, ça nous permet de les faire cheminer dès nos premières questions quand on rencontre un client potentiel ou quelqu'un avec qui faire ce genre d'intervention-là. Toujours donner une longueur d'avance aux parties prenantes, que ce soit l'équipe de direction ou autre, pour qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent. Je pense que c'est des conditions super importantes. Ouais. Je pense aussi qu'il y a le niveau de confort du consultant, du formateur dans ce changement de paradigme-là. Ouais. En fait, il y a un certain confort à être dans la résolution de problèmes. Et puis, quand on se trouve challengé par parfois des leaders négatifs, là, ça m'est arrivé une fois dans une enquête appréciative, mais on peut avoir le réflexe de revenir dans nos pantoufles et de revenir dans la résolution de problèmes en disant, ben là, je serais peut-être moins attaqué. Donc, je pense qu'un des facteurs de bon fonctionnement en tant que consultante en approche appréciative ou accompagnateur, c'est vraiment de se sentir à l'aise avec cette approche-là, puis à l'aise justement avec les peurs que ça peut générer, c'est de savoir poser des questions pour dérigidifier le système, etc. Donc ça, je pense que c'est une approche qui, sur papier, peut sembler assez, je trouve, assez facile, mais en fait, dans les faits, ça demande, je trouve, une grande expertise et beaucoup de flexibilité psychologique pour savoir s'ajuster aux différentes situations qui peuvent se présenter. Puis moi, je pense que l'art à développer là-dedans, qui n'est pas facile, c'est quand on rencontre, on arrive à un moment où les gens veulent plus s'en aller en mode résolution de problèmes, en mode déficitaire, en mode, au lieu de retomber dans nos vieilles pantoufles, comme tu le dis, c'est d'accueillir ce qui est, de laisser de l'espace, mais de se surveiller soi-même pour ne pas tomber dans le mode de question déficitaire. Alors, je peux être très accueillante pour ce qui se vit, pour l'émotion qui est là, pour le besoin d'exprimer des doléances et tout ça.
mon rôle, moi, c'est comme ça que je le vois. Mon rôle, c'est de contenir ça dans le sens de pas que ça prenne pas toute la place dans la rencontre ou dans le groupe. Puis après ça, que ma question, puis la ligne est fine, c'est à quel moment j'amène la question pour pas que ça devienne, que ce soit vu comme intrusif ou que ce soit vu comme non, 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 je te ramène. Mais que ma question, si quelqu'un est en train de parler de ce qui va pas, bien, la question peut être dans des situations comme ça, une fois qu'ils en ont parlé, comment tu t'en es sorti, qu'est-ce qui t'a permis de, ou comment tu souhaiterais que ça se passe. Puis j'avoue que parfois, mon timing n'est pas tout à fait juste. Je le fais un petit peu trop vite ou je le fais un petit peu trop tard. Quand je le fais un petit peu trop tard, c'est comme ça a contaminé tout le monde, puis l'énergie est comme bleu. Puis quand je le fais un petit peu trop vite, la personne se choque, coupe ou en rajoute. T'sais. Alors, la ligne est fine, mais je pense que c'est de toujours demeurer alerte là-dedans. Puis notre ami et collègue Jacques Tremblay nous parle souvent de l'empathie là-dedans. Comment d'éviter d'être dans la rationalisation, dont c'est pas grave, voyons donc, t'en as connu d'autres, ou d'éviter d'être dans la sympathie, puis de dire, ben voyons, parle-moi en plus, puis c'était-tu si pire que ça, puis qu'est-ce qui t'a fait le plus mal? Je te comprends. Je te comprends. Quand on s'en va là-dedans, malheureusement, on a l'effet de défaire un peu ou d'enlever un peu de l'impact de l'approche appréciative. C'est comme si on ramène les gens dans le trou, ton image, Marine, de tantôt. C'est comme si on aide les gens à aller un petit peu plus profond dans le trou, mais là, ça prend beaucoup d'énergie pour remonter. Là. C'est là qu'on rentre dans la gestion de la résistance. C'est intéressant parce que moi, ce que ça m'évoque de mon côté, c'est qu'il y a toute cette importance-là d'accueillir justement de la difficulté, de permettre aux personnes de ventiler aussi, parce que les personnes doivent exprimer ce qu'ils ont exprimé pour après ça être prêts à regarder un petit peu plus les solutions. Puis là, c'est notre rôle ensuite d'accompagner vers ces solutions-là, de porter le regard. Il y a une question de timing, puis une question de comment on le fait. Qui est très, très importante là-dedans. Toute l'expérience, la sensibilité là, rentre en compte à ce niveau-là. Et je pense que ce que j'ai constaté, appris avec David Cooper Ryder et compagnie, là, et ce que j'ai constaté aussi, c'est que les gens ont autant besoin, je vais utiliser le même mot, là, de ventiler sur ce qui va bien, qu'ils ont besoin de ventiler sur ce qui va mal. Mais très souvent, parce que quand on regarde un groupe, là, puis je sais, je l'ai fait, puis ça m'arrive encore de retomber dedans, mais quand tu dis, OK, ben, je vais leur donner de l'espace, pour qu'ils ventilent, puis dites-le ce que vous avez sur le cœur, et l'impact que ça a sur le groupe, je dirais l'impact négatif sur le groupe est parfois plus élevé que le bien-être ou le bien que ça a pu faire. Parce que ça devient comme contaminant et contagieux, puis si tu ne te sentais pas de même, ben là, tu ne vas pas te sentir de même après. T'sais. Alors, oui, il faut qu'il y ait de la place, tout à fait, mais comment on le fait pour pas que ça vienne débalancer, puis comment on le fait pour que les gens puissent ventiler sur ce qui va bien aussi. Tu sais, la semaine dernière, j'ai ouvert une réunion, puis on a pris une demi-heure pour se parler des bons coups, puis de ce dont on était fiers des 3 derniers mois, puis après ça, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés, qui a toujours l'impression que les autres équipes à l'extérieur sont leurs ennemis, là, puis qu'il n'y a personne qui les aime, puis qu'il n'y a personne. Et je leur ai demandé, on l'a fait sous forme de toast, je leur ai demandé de faire des toasts à la santé de gens à l'extérieur pour des choses qu'ils ont fait, qui ont contribué. Ça a été fascinant. Ce sur quoi on porte notre regard devient notre réalité. Bien, ils portaient tellement leur regard sur tout ce que les autres secteurs ne faisaient pas, qu'ils ne voyaient plus ce que les autres secteurs faisaient. Puis, un des constats à la fin de la journée, c'est qu'il faut faire quelque chose pour célébrer puis reconnaître officiellement ces 2 secteurs-là qui ont fait des choses absolument extraordinaires pour nous autres. Mais avant ça, là, alors, c'est dans les questions qu'on pose, c'est comment on aide les gens à ventiler, mais gardons toujours en tête que ventiler des 2 bords. C'est la question au niveau scientifique là, du biais de négativité puis de la contagion émotionnelle. On sait que l'être humain réagit plus rapidement et plus fortement aux stimuli négatifs. Puis il y a aussi le ratio Losada de Barbara Fredrickson qui stipule qu'il faut 3 émotions positives pour une émotion négative
être dans quelque chose de l'ordre du bien-être. Donc, on sait que les émotions, alors aujourd'hui, on dit plus émotions désagréables parce qu'il n'y a pas vraiment d'émotions négatives, c'est juste un signal de quelque chose, mais ces émotions désagréables, elles peuvent prendre plus de place plus vite. Donc, d'où l'importance, comme vous disiez, Jacinthe et José, là, de laisser de la place, mais pas trop de place, de trouver un équilibre là-dedans. Ben, puis moi, je me sers souvent de ça aussi pour dire aux équipes de gestion, tu sais, regardez vos ordres du jour, là, les sujets que vous abordez en réunion, puis dans quel équilibre êtes-vous? Parce que, tu sais, les équipes performantes ont des ratios quand même de conversations appréciatives, positives, plus élevés que juste des conversations négatives ou désagréables, tu sais, des problèmes à régler. Mais souvent, on a peu de temps en réunion. Alors, le temps de réunion est passé qu'à parler de ce qui est déficitaire. Alors, c'est très, très déséquilibré. Alors, on comprend que parfois, on se dit, mon Dieu, pourquoi je continue à aller travailler là? Alors que si on faisait le portrait de ce qui se passe réellement, l'équilibre, le ratio serait très, très différent si on prenait le temps de se parler aussi de ce qui va bien. Tu sais. Alors, il y a quelque chose d'intéressant là. Oui, tout à fait. Moi, ça me permet d'introduire le fait, quand même, il y a des études, en fait, qui ont remis en question, Barbara Fredrickson elle-même remettait en question son propre ratio, le 3 pour 1, là, finalement. Elle dit, c'est peut-être pas 3 pour 1, c'est peut-être autre chose. Là. Bref, il faut être prudent là-dessus, mais il y a quand même la question, effectivement, qu'il y a un biais de négativité, puis que les émotions positives, il doit y avoir je dirais plus de place là, pour ces éléments-là, parce que ça a un impact considérable là, sur l'engagement, la créativité, etc., etc., puis la performance aussi. Là. Ça nous amène dans un état d'esprit qui est beaucoup plus riche et productif. Là. Ça, c'est clairement démontré. Puis, plus on est capable là, de solliciter et de favoriser ces émotions positives-là chez soi et chez les autres, bien, plus on crée un environnement qui est conductif là, à la créativité aussi. Donc, ce ratio-là demeure important, sauf qu'on n'est pas encore fixé sur le 3 ou le 2. Il y a d'autres études, je X, pense, qui ont été faites. Il est critiqué, oui, il est très critiqué. Il y a d'autres études qui ont été faites aussi, je pense, par la suite, mais peu importe, en tout cas, vu sans parler nécessairement des émotions, mais de parler des sujets qu'on aborde et des angles dans lesquels on aborde, c'est certain que si une équipe, puis encore une fois, là, c'est la praticienne qui parle et pas la chercheure, parce que je ne suis pas chercheur, mais quand on ne fait que se rencontrer pour parler de tout ce qui n'a pas été fait, puis tout ce qui reste à faire, puis de tout ce qu'on a fait, on a mal fait ou qui est un problème, ça ne peut faire autrement qu'avoir un impact sur le moral de l'équipe et sur sa capacité à croire qu'ils peuvent avancer, qu'ils peuvent apporter des solutions. Et peut-être que là, je suis juste dans le gros bon sens et pas assez dans la rigueur de la recherche. Mais je trouvais ça intéressant quand Fredrickson a apporté cette notion-là. Puis l'OSADA, dans leur recherche, au moins, ils nous amenaient à se questionner, peu importe. Au moins, ils se regardaient aller puis se dire, est-ce que j'ai le bon ratio? Même s'il n'y a pas de recherche qui me disent quel est le bon ratio, je pense que leur état d'être et leurs résultats peuvent leur dire si leur ratio est convenable, équilibré. Oui, tout à fait. Puis ça, comme tu dis, Jacinthe, puis Marine l'a mentionné tout à l'heure aussi, ça a un effet sur la croyance de l'équipe elle-même, sur sa propre capacité. Là. Donc, ça joue vraiment beaucoup. Moi, je me demandais comment vous voyez la suite par rapport justement à l'enquête appréciative. Là, on est en 2022, 2023 qui s'en vient très, très rapidement. Comment on se projette au niveau de l'enquête appréciative? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui devrait être? Comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Peut-être Jacinthe, José, ensuite Marine. Ben, moi, d'un côté très, très pratique, je suis toujours surprise quand je propose cette approche-là, qu'on voit ça encore comme une approche innovatrice et là, je me dis, avec nouvelle. 35 ans, alors, ce que je souhaiterais, c'est que ce soit une approche, une façon d'être, une façon de faire qui se retrouve dans la boîte à outils de tout le monde. Je pense que c'est pas une religion, c'est pas la seule façon de faire, mais je trouve que c'est intéressant de l'avoir dans sa boîte à outils pour être capable de se dire, ben, il y a différentes façons de l'aborder. Ça fait que ça, pour l'avenir, ça serait mon plus grand souhait. Quand je regarde ce que les gens à Case Western, au Collège Champlain font, puis entre autres, je suis beaucoup David Cooper-Ryder qui vient de sortir un nouveau livre sur Flourishing Business, hein,
les entreprises. Puis je pense qu'il met beaucoup d'énergie depuis des années là-dedans. Ce que je vois aussi, c'est comment cette approche-là peut être utilisée, pas seulement pour l'individu, pas seulement pour des groupes, pas seulement pour l'organisation, mais de façon insulaire. Tu sais, je pense qu'on l'utilise beaucoup dans les organisations pour comment on peut s'améliorer, comment on peut travailler, comment on peut être plus productif. Mais David, lui, ce qu'il dit, c'est, tu sais, ce qu'il voit, c'est, il appelle ça des cercles de force, là, tu sais, comme comment on peut aider les individus à s'élever, comment cette approche-là peut aider les individus à s'élever, comment cette approche-là peut aider les organisations à intégrer les forces qui sont en place, puis tout ce qui peut être innovateur. Puis après ça, comment sur le plan sociétal, on peut étendre, tu sais, l'extension de ça dans la société, puis qu'on se serve de cette approche-là pour aider les entreprises à voir comment ils peuvent faire le bien dans la société aussi, au-delà de juste le bien pour eux-mêmes. Ça, je pense qu'il y a quelque chose dans cette approche-là qui crée l'espace pour le dialogue inter-organisationnel, intergroupe, inter-niveau de société. Tu sais. Alors moi, je souhaite que ça continue ça à s'épanouir. Puis ce que ça fait aussi, c'est qu'en faisant ça, David amène un vocabulaire pour parler aux dirigeants d'entreprises qui ont moins le vocabulaire mobilisé. Ben, ils l'ont aussi, là, mais tu sais, par rapport aux actionnaires, c'est un vocabulaire différent, puis c'est une perspective différente. Alors, comment on peut amener l'approche appréciative à contribuer, à aider les gestionnaires à voir ce que leur entreprise peut faire, puis aider les actionnaires des entreprises à voir ce qu'ils peuvent faire. Moi, c'est ce que je vois, en tout cas, dans toutes les lectures que je fais, c'est là que ça se déploie. C'est pas les problèmes qui manquent sur la planète actuellement, les défis. Alors, tu sais, comment on ressent parfois de la lourdeur à regarder tous les défis de l'environnement. Je pense à la COP15 actuellement à Montréal, puis je me dis, hey, j'aimerais ça être un petit oiseau pour voir comment ils se parlent, quelles questions ils se posent, comment ils développent des consensus ou pas. Il y a tellement, tu sais, on peut éclater cette approche-là. Puis moi, mon souhait, ça soit qu'on l'utilise dans des contextes plus globaux, là, plus sociétal, comme tu dis, Jacinthe, tu sais, trouver ensemble la voie pour améliorer la condition de la planète puis des êtres humains sur la planète. Là, tu sais, je pense que moi, ça serait mon plus grand souhait. Je ne sais pas comment le transposer dans ces niveaux-là, mais probablement que David, c'est ce genre de travail qu'il fait actuellement. Ouais. Nos collègues en France, puis Marine, je vais te laisser compléter, mais nos collègues en France, Jean Pagès et compagnie, Thierry Brigodeau, il y a donc l'Institut et compagnie avec David Choquette et tout, parle d'un mouvement appréciatif. Puis une des notions qui nous ont amené ici, qu'on trouve très intéressante, c'est que l'approche de l'enquête appréciative en France, ils appellent ça l'AI, l'Appreciative Inquiry, mais nous autres au Canada, on se fait une fierté de l'appeler l'enquête appréciative, que ça soit un bien commun. Et ça me fascine parce que c'est vrai que c'est encore quelque chose que quelques organismes ou entreprises peuvent se payer parce qu'ils peuvent embaucher des consultants qui connaissent l'approche. Tu sais. Mais si ça pouvait devenir quelque chose de plus répandu, puis que ce soit un bien commun, puis que ce soit quelque chose qu'on utilise, même si on n'a pas d'argent pour se payer un consultant, ça serait mon rêve. J'espère qu'on s'en va vers là. Je crois que c'est Martin Seligman qui a souhaité, il y a quelques années, la mort de la psychologie positive, ce qui avait choqué tout le monde. Puis il disait, mais en fait, j'aimerais que ce soit tellement intégré à la psychologie qu'on ne parle plus de psychologie traditionnelle versus la psychologie positive, puis que ce soit, comme tu dis, Jacinthe, là, des outils qu'on a pour faire face à l'adversité. Je pense au petit livre qui est sorti récemment, qui a été écrit par Stéphane Krasik et sa sœur Nathalie, qui s'appelle « Tempête sur la ruche », que je recommanderais. C'est un petit conte initiatique qui s'ancre dans les principes de l'approche appréciative. Puis il est très bien fait, il est facile à lire, il fait peut-être une centaine de pages, il se lit très vite. Et si on veut comprendre vraiment la philosophie de l'approche appréciative, c'est un excellent ouvrage. Donc, je le recommanderais. Puis, il y a tellement de choses que je souhaite pour l'approche appréciative. Je ne sais pas tellement quoi choisir. J'aurais le souhait qu'on puisse faire des ponts au niveau de la recherche
avec d'autres concepts, qu'on puisse intégrer peut-être l'approche des forces à l'approche appréciative, qu'on fasse plus de ponts avec l'étude au niveau des émotions positives, puis au niveau de la vulnérabilité aussi, je trouve qu'il y a quelque chose dans les binômes, on touche à la vulnérabilité humaine, puis c'est là qu'on connecte, qu'on crée des liens plus forts. Donc, au niveau scientifique, il y aurait des tonnes de choses, mais si j'avais un souhait, c'est vraiment qu'on ait plus de données quantitatives et expérimentales. Ce serait vraiment ça parce que en termes de recherche, ça nous aide à comprendre vraiment plus en finesse qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fonctionne, sur quels éléments ça fonctionnerait peut-être moins ou dans quelles conditions. Et voilà, on pourrait avoir une compréhension plus élargie de l'approche appréciative. J'ai confiance que dans les prochaines années, ça pourra émerger. Alors, il faudra faire un autre projet. Je Et sais. Philippe, mais tous tes étudiantes et ouais, étudiants là-dessus. Trouve d'autres étudiants sur des projets dans ce sens. Et on va déjà avoir un beau projet qui va prendre fin sous peu, là, où on aura des choses à partager. Je parlais excuse-moi, vas-y, Philippe. Non, j'allais dire, il peut y avoir aussi des consultantes expérimentées qui font des doctorats aussi. Hein, vous savez. Oh oui! Oh! C'est-tu dans nos projets, ça? Qui sait? Peut-être, puisque Marine a parlé du livre Tempête sur la ruche, moi, je dirais, dans les livres en français, il y a le livre il y a un livre que Jean Pagès a écrit qui s'appelle Coaching. Coaching avec l'approche Stephen Pryor. Qui n'est pas juste pour le coaching, qui est vraiment une très, très belle introduction. Puis Jean Pagès a aussi traduit un petit livre écrit par Cooper Ryder, entre autres, et Diana Whitney. Puis, quand j'ai invité quelqu'un à lire un seul livre pour connaître l'approche, c'est pas très épais, ça se lit bien. Et ça donne aussi des fondements, mais ça, c'est un style un peu différent. Et il faudrait, Marine, ça pourrait être un de tes projets futurs. On a commencé, nous, on a des choses de documenter, mais on ne l'a jamais publié, mais il y a le livre de l'encyclopédie des questions qui n'existe qu'en anglais. Mais nous, on en a créé une petite encyclopédie qui n'est pas disponible, qui n'est pas publiée, mais qu'on partage souvent. C'est ce qui nous a, nous, aidés à avoir la confiance d'utiliser cette approche-là, parce que ça nous donne toutes sortes d'exemples, de façons de formuler les questions pour demeurer en mode appréciatif. Et la clé, elle est là. La clé, elle est dans les questions que l'on pose. Oui. Il y a un principe de simultanéité qui soutient aussi sur lequel repose l'approche appréciative, qui est l'enquête et le changement se font de façon simultanée. Et à partir du moment où moi, j'ai vu ce principe-là, ça m'a rendue très nerveuse dans toutes les questions que je posais. Parce qu'avant, j'avais été formée pour poser des questions pour être plus informée, plus éduquée sur la situation, pour être capable de faire une belle synthèse et ramener ça aux gens avec la croyance que le changement allait commencer après ça. À partir du moment où on accepte ce principe de simultanéité, et moi j'y crois, ça veut dire que la question que je pose est en train d'avoir un impact sur le changement qui va s'opérer par la suite. Et pas, je te pose toutes les questions que je veux, puis c'est juste quand je vais avoir formaté toutes les réponses que vous allez commencer à changer. Alors, la façon de poser une question de façon appréciative est comme importante, puis on a besoin de désapprendre certaines choses pour apprendre à faire ça. Ce petit livre-là, il est magnifique. Oui. C'est génial. Écoutez, je vous remercie énormément de votre temps. Je vous remercie de votre participation. J'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Puis encore une fois, je reviens. Pour moi, ça a été un privilège de passer ce moment-là avec vous puis de profiter de votre expérience collective. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, pour les personnes intéressées, les contacts vont être disponibles aussi. Donc, on peut communiquer avec nos invités. Là. Ça va toujours être un plaisir. Donc, merci beaucoup à tous. Puis, à une prochaine. Merci à toi, Philippe. Merci à tous. Au revoir. Merci. Nous espérons que cette classe de maître a permis de vous inspirer pour la mise en application de la psychologie positive en contexte organisationnel. Si vous souhaitez en connaître davantage, n'hésitez pas à consulter notre recueil de ressources, section Travail et organisation. Vous y trouverez des suggestions de lecture et des vidéos sur différents thèmes. Nous vous donnons rendez-vous pour l'écoute de votre prochaine classe de maître.